Bonjour tout le monde et bienvenue à On en parle en chien. Ici Jessica. Et moi, c'est Dominique. Et aujourd'hui, on vous parle de résolution de problèmes de comportement. Ouais! Le nerf de la guerre, toi, chose! Ouais! Je pense que c'est pas mal ça qu'on fait dans notre job, la résolution de problèmes de comportement. Fait qu'on va vous donner comme des petits trucs 101 pour venir, des fois, peut-être faire un troubleshooting, un genre de résolution de problème par vous-même. Puis avec différentes méthodes, différentes techniques qu'on utilise. C'est sûr que, tu sais, notre avis présentement ne remplace pas l'avis d'un professionnel. Donc, si vous ressentez des problèmes au niveau de l'entraînement de votre chien, plus particulièrement si c'est des enjeux de santé publique, là, par exemple, genre votre chien est super réactif aux inconnus, déjà des incidents de morsure, ben là, ça va être important de faire appel à un professionnel, définitivement. Nous. Mais tu sais, c'est ça. Sinon, ça peut être... les petites étapes qu'on va vous donner, ça peut être une bonne façon de débuter au niveau de la résolution de problèmes de comportement. Ouais, ce que Dominique veut dire, je crois, c'est que les trucs qu'on vous donne aujourd'hui, c'est sûr que c'est des petits trucs rapides qui peuvent vous aider à trouver des pistes de solutions, mais c'est sûr que c'est pas, on va pas dans une thérapie comportementale qui est adaptée à vous, adaptée à votre situation, adaptée à votre chien, parce qu'on s'entend que même si vraiment la mécanique reste souvent la même, ben ça va être après ça vraiment personnalisé à vraiment les antécédents du chien, au comportement qu'il va aussi réaliser, etc. Donc, c'est sûr que quand on parle de problématiques qui sont plus grandes, évidemment, c'est mieux de faire affaire à vraiment un professionnel du milieu canin qui est certifié, en tout cas, du moins qui a vraiment des techniques à jour, éthiques, évidemment, avec, évidemment, de la formation en continu. Ben oui, là, oui, vraiment. C'est important. Fait que première chose, au niveau, dans le fond, des résolutions de problèmes de comportement. Donc, je vous dirais, mettons, le point 5, le point 5, parce qu'on n'est pas encore rendu au point 1, ça va être de vérifier si tous les besoins physiologiques les besoins physiologiques, les besoins de stimulation, les besoins d'enrichissement, les besoins de base, bref, de votre chien sont respectés. Tout simplement. Fait que si ton chien bouge pas assez, ça, c'est sûr que ça développe des problèmes de comportement. Moi, je dis souvent à mes clients que pour vrai... Ben, en tout cas, c'est sûr, c'est comme relié à mon expérience personnelle puis mon expérience de travail, mais je te dirais que comme pour vrai, facilement, puis même là, j'y vais vraiment à un chiffre plus bas, mais 30 à 40 des problématiques qui viennent souvent à cause vraiment d'un manque de dépenses, que ce soit autant mascatoire, physique, mental, social, sensoriel. Puis même, là, je suis vraiment, là... je suis pas généreuse, là, parce que sinon, là, j'irais plus dans un quasiment 50 à 60 50 à 60 all the way. Puis, tu sais, souvent, mettons, le problème de comportement va résider au fait que le chien sait pas quoi faire de sa vie. Donc, il est pas assez dépensé physiquement et mentalement. Il sait pas quoi faire de sa vie, donc il va se mettre à produire des mauvais comportements. Il est frustré. Oui, définitivement. Souvent, tout est relié à de la frustration, là, ce qu'on va beaucoup associer, parce que la réactivité, ça a comme le dos large. Puis c'est sûr que, tu sais... C'est vraiment large comme terme, mais souvent, c'est relié beaucoup à de la frustration par des manquements, vraiment. Définitivement. Fait que, tu sais, déjà à la base, revoyez votre routine avec votre chien si vous expérimentez des problèmes de comportement. Par exemple, un chien qui demande constamment de l'attention. Ça peut être vraiment dû à de la frustration. À de l'ennui. De l'ennui, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment gérer, il ne sait pas comment gérer son environnement. Donc là, ça plate. Ouais, c'est vraiment plate, hein? Puis, tu sais, souvent, les chiens qui sont encabanés entre quatre murs, 23 heures sur 24, ben, c'est souvent ça qu'ils vont développer, justement, un genre de réponse comportementale au fait qu'ils trouvent ça plate. C'est pour ça que souvent, dans notre métier, on dit que, tu sais, on va beaucoup, on va entraîner le chien, mais on va beaucoup éduquer aussi le propriétaire. Oui. C'est qu'il y a beaucoup des problématiques qui viennent vraiment par soit la mauvaise volonté du propriétaire ou la méconnaissance du chien en général. D'où le pourquoi, tu sais, je pense, dans notre métier, il y a quand même... Je pense qu'un bon intervenant en comportement canin, il y a quand même une bonne partie aussi. Il y a comme un devoir en tant que professionnel de vraiment, je dirais un peu, d'être activiste canin. Là. Moi, c'est le terme que j'utilise là, pour vraiment essayer de mettre
prime abord les besoins du chien. Travailler Puis dans le meilleur vraiment, intérêt de l'animal. ouais, puis vraiment s'assurer que, tu sais, t'as un chien, là, t'as pas un toutou, puis, tu sais, il faut qu'il sorte, il faut qu'il dépense, il faut qu'il voit du monde, puis ta petite marche de 15-20 minutes, 30 minutes, une fois par jour, c'est pas suffisant. Là. Il Les faut... pipis dehors attachés au bout d'une laisse pendant 15 minutes, c'est pas Ouais. assez. D'où l'importance de notre épisode précédent qu'on parlait justement de l'enrichissement, d'où l'importance de l'enrichissement, de la stimulation aussi. D'offrir vraiment un environnement stimulant, enrichissant pour votre animal, un environnement qui fait en sorte que ton chien, chaque jour de sa vie, il fait « c'est quoi mon aventure aujourd'hui? » Puis ça va avoir tellement un gros impact sur vraiment justement après ça le comportement du chien. Ta relation avec ton chien. Ouais. Définitivement. Puis des fois, c'est tellement nono, là, je sais pas si ça t'arrive dans ton cas à toi, mais moi, ça m'arrive tellement qu'il y a des chiens, des fois, que je vois tellement qu'ils manquent cruellement, exemple de dépenses, que ce soit justement physique, mental, etc. Puis, tu sais, je me sens comme un peu pris entre, tu sais, comme à être vrai avec mon client, puis lui dire la vérité, mais en même temps, pas le froisser. Ouais. Mais tu sais, quand souvent, on leur propose plus de stimulation, plus d'activités, tu sais, souvent, ils nous regardent l'air de dire, ben voyons, c'est ça, mais la solution, mais ils savent pas souvent l'impact que ça peut avoir sur le comportement du chien après ça, puis sur les modifications, justement, comportementales. C'est ça. Tu sais, comme je le disais dans l'épisode précédent, je fais des promenades pour chiens aussi. Puis c'est un beau service complémentaire que j'adore offrir, mais des fois, les chiens, la marche de 2 heures que je leur offre par semaine, c'est leur seule sortie. Ouais, ça n'a pas d'allure. C'est fucking triste, là. C'est vraiment triste, là. Genre, c'est leur seule sortie, autre que de sortir à l'extérieur pour faire leur pipi. Là, je parle général, mais je trouve que les gens savent pas c'est quoi que ça représente d'avoir un chien. Parce que ça vient vraiment d'une mauvaise conception de... Tu sais, nos parents, nos grands-parents, pour eux, avoir un chien, c'était d'avoir une affaire qui est dans la maison puis qui s'occupe des enfants, pour la plupart. Ou une affaire qui est attachée au bout d'une laisse, qu'on détache pendant la journée quand il peut... Tu sais, quand on est disponible... Ça, c'est encore plus triste encore. Ouais, mais pour eux, c'était ça. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas, de génération en génération, si tu as grandi avec un chien qui était élevé de cette façon-là, ou si la conception de tes parents, pour eux, d'avoir un chien, c'était d'avoir quelque chose qui est attaché au bout d'une laisse qui protège la cour, mais souvent, pas par éducation, parce que nos parents nous ont communiqué, pour nous, c'est ça. Fait que les gens s'attendent à adopter un chien puis que le chien s'éduque tout seul. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas ça pour le 3/4 du temps. Puis tu sais, des fois, c'est plate parce que... Tu sais, exemple, je m'en vais face à des problématiques avec mes clients. Ils sont pas tous comme ça, je veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup que, tu sais, quand tu mets au niveau du plan d'entraînement, bon, exemple, il faudrait au moins une marche d'1 heure. Il faudrait que tu fasses, exemple, un 15 minutes cet exercice-là, un 15 minutes cet exercice-là. Puis souvent, on y va même au pire, je dis ça, au pire 5 minutes si t'as pas le temps, mais il y en a des fois qui me disent, ben j'ai pas le temps. Mais qu'est-ce que tu fais à avoir un chien? Pourquoi t'as un chien? C'est ça, achète-toi un chat. Tu sais, c'est plate à dire, mais si t'as pas 15 minutes d'entraînement par jour à essayer de travailler ce que tu veux travailler pour l'améliorer, puis t'as pas un minimum d'une demi-heure par jour au moins pour aller marcher ou pour faire une activité quelconque, comme on a parlé dans le précédent épisode, l'agilité, un sport canin, de l'entraînement, peu importe c'est quoi, marche en liberté, nanani, nanana, ben tu sais, qu'est-ce que tu fais à avoir un chien? Tu sais, à la limite, t'adoptes un chien, t'as pas les aptitudes ou les connaissances pour adopter un chien, nécessairement, tu fais appel à un professionnel, le professionnel te dit, va falloir que tu fasses une marche de 1 heure par jour, utilise ce push-là, cet avis de professionnel-là pour faire « Ah, ben tabarnouche, ça va me donner l'occasion de sortir. Moi, il fait moins 35 dehors, il faut que je sorte pareil. Le chien a besoin de bouger. » Fait que, tu sais, utilise-le comme push pour améliorer ta propre qualité de vie. Parce que souvent, c'est ça qu'on veut d'un chien, c'est que ce soit un partenaire. Puis des fois, les chiens qui ont des chiens... les gens qui ont des chiens réactifs, ils sont comme un peu désillusionnés du fait d'avoir un chien parce que le chien répond pas à leurs critères de base qui était d'avoir un compagnon pour faire toutes sortes d'activités. Mais si à la base, ton chien, ça devient un partenaire d'activité, ton chien ne manquera jamais de stimulation mentale et physique. Ouais. Je pense. Sauf que moi, je pars du principe que si t'adoptes un animal en disant « Oh, j'adopte un animal parce que ça va me permettre de plus sortir », ben tu sais, tu changeras pas ta routine. Si t'es habitué, ça fait 20 ans, tu sors à moitié pas, tu sortiras pas plus, ça tentera pas plus quand t'auras un chien. Puis là, tu le fais subir à ton animal. Tu sais, c'est ça qui est plate. Puis après ça, tu lui mets un peu tout sur le dos parce que « Oh, il est réactif. Oh, il tire en laisse. Oh, il est pas gérable. Oh, il saute sur le monde. Oh, il est trop surexcité. » Ben, il sort jamais. C'est ça. Tu sais, il peut pas dépenser, ses besoins sont pas comblés, il est frustré, il est antisocial, il développe des peurs, de l'anxiété au niveau social parce que, tu sais, justement, il a pas eu une bonne capacité, il a pas de capacité adaptative parce qu'il a pas sorti assez quand il était jeune. Pas de prévisibilité non plus. Puis après ça, on remet tout ça, c'est comme, ah, c'est à cause de telle race ou c'est à cause de telle problématique, alors qu'à la base, ça vient vraiment
de l'environnement en général, puis de ce que tu procures à ton chien qui lui convient, puis qui est vraiment pas adapté pour lui. Là. Puis de là aussi l'importance d'adopter un chien qui fit avec ton style de vie. Ouais, on en a parlé, les races, d'où l'importance, c'est ça, d'y aller vraiment avec une race qui te convient aussi. Qui te convient, adopte pas un berger australien si t'es pas du genre qui fait 1 heure de marche ou en liberté par jour. Tu fais pas de sport canin, parce que même un ski, 1 heure par jour, pour un chien conventionnel, c'est bien correct, mais pour un ski, des chiens primitifs, ils vont demander encore plus de dépenses. Non, c'est pas assez. Oui, définitivement. Fait que, déjà, à la base, comme réfléchis à ce que tu offres à ton chien comme genre de dépenses physiques et mentales. Fait que ça va déjà être genre le point 0.5. Après ça, le point numéro 1, je te dirais, réfléchis à c'est quoi le comportement que ton chien produit et dans quel contexte et pourquoi. Puis même, pourquoi? Je dirais même avant d'aller là, c'est sûr que moi, après de savoir, est-ce que mon chien, justement, est-ce que ce que j'offre à mon chien, c'est correct? Est-ce qu'il est comblé au niveau de ses besoins essentiels et primaires? Après ça, moi, je vais toujours aussi, même encore avant ça, peu importe l'ordre, il n'y a pas nécessairement besoin d'ordre d'avoir. C'est toutes les questions à se poser, évidemment, avant d'aller dans une thérapie comportementale, puis vraiment un entraînement. C'est de savoir, est-ce que aussi, tu sais, ça peut être au niveau de la santé. Oui, c'est physique. Là, on a déjà parlé un petit peu brièvement aussi, là, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points, puis, tu sais, tout est comme relié au final, là, fait qu'on s'entend, mais, tu sais, est-ce que mon chien pourrait avoir une problématique de santé autant physique, hormonale ou mentale qui cause, évidemment, par la suite, le problème de comportement. Là, parce que ça aussi, c'est une grosse partie. Il y a beaucoup de problématiques comportementales, puis on n'en parle pas assez, qui viennent, qui sont reliées à, justement, une problématique de santé, quelle qu'elle soit. C'est quoi, mettons, tes red flags? Quand t'arrives chez un client, puis tu fais, OK, son chien, clairement, il y a un problème de santé. C'est quoi les premiers signes? Bien, tu sais, des fois, c'est ça sera vraiment pas... Tu sais, quand on parle, d'exemple, des problématiques plus de santé hormonale ou plus de problématiques aussi de santé mentale, tu sais, on le verra pas nécessairement là, comme... Bien, hormonale, tu sais... Bien, des fois, oui, mais pas tout le temps. Une imprévisibilité au niveau des comportements que ton chien va produire. Ça peut être un signe qu'il se passe de quoi au niveau hormonal qui fait pas le travail, là, tu sais. Des comportements anormaux que le chien produirait pas nécessairement. Exactement. Des tocs aussi. Beaucoup de manque d'énergie. Fait qu'un chien qui a vraiment pas beaucoup d'énergie, qui est vraiment comme tout le temps apathique, tout le temps amorphe, tout le temps comme que tu sais que tu vois pas qu'il y a une courbe de... Tu sais, comme quand t'arrives à la maison... Au contraire, un chien qui est tout le temps trop dans l'énergie, genre l'over, ou des comportements qui sont soudains. Exemple, ça fait 5-6 ans, t'as le chien, puis il a jamais fait ça, puis un moment donné, pouf, du jour au lendemain, il commence à reproduire un comportement, exemple, d'anxiété ou de stress ou des comportements agressifs. Ouais. Ben, tu sais, si c'est jamais arrivé, puis il n'y a pas eu d'antécédent, exemple, de situation pour que ce comportement se développe, ben c'est sûr, c'est à porter attention, là, tu sais, c'est pas normal si mon chien, avant, j'arrivais toujours à le flatter, exemple, sur le dos, puis là, j'arrive pour le flatter le dos, puis il me grogne après, puis il me mord, puis il a jamais fait ça de sa vie, puis il n'y a pas eu de situation précédente qui est venue comme développer le comportement. Ben c'est sûr que, tu sais, c'est à se poser. Il peut y avoir des mâles, des maux, développer de l'arthrose, que ce soit ou n'importe quoi. Oui, arthrite, arthrose, ça a quand même vraiment le dos large là, sur les niveaux des problèmes de comportement agressif ou au niveau des inconforts ou même des fois les chiens qui vont vraiment venir se manger les pattes justement parce qu'ils font beaucoup d'arthrite ou d'arthrose au niveau des articulations, les chiens vieillissants, entre autres. Les allergies aussi, tu sais, ça a un nom, mais juste comme moi, là, c'est sûr, si j'ai des allergies puis ça me gratte tout le temps, ben, à un moment donné, je viens irritable, puis je viens irritable, ben, c'est sûr que je suis moins patiente, moins tolérante. Là. Définitivement. Fait que peut-être qu'il y a des mêmes situations que j'aurais super bien endurées, puis j'aurais été super tolérante, mais que là, à cause de X, Y, Z, il y a beaucoup, tu sais, d'antécédents, beaucoup d'impact, ou en tout cas, je ne sais pas trop, j'ai oublié le mot. Là, mais l'inconfort cause beaucoup des situations ponctuelles qui font en sorte beaucoup de facteurs, c'est ça le mot. Hein. Beaucoup de facteurs qui fait que là, un moment donné, quand ils sont tous reliés ensemble, ben là, ça vient avoir un impact puis avoir un changement comportemental sur mon animal. Là. Définitivement. Fait que, c'est vrai, consulter au niveau d'un professionnel de la santé si vous remarquez que les comportements sont soudains. Ouais, surtout parce que là, on aura beau créer une thérapie comportementale, travailler, essayer vraiment de modifier le comportement, ben, on n'aura pas plus d'amélioration. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que les techniques sont mauvaises ou que ça ne marche pas, c'est qu'on ne va pas au cœur du problème. Fait qu'au final, on n'aura jamais la réussite puis vraiment les effets qu'on recherche. Oui, fait que point 1, finalement, quand, pourquoi et dans quel but?
le chien produit le comportement. Fait que quel comportement il produit? Donc, il saute sur les gens, ça devient problématique, surtout quand tu reçois des gens à la maison. Et dans quel but il fait ça? Pour avoir de l'attention. Fait que, tu sais, vraiment, fais une analyse générale du problème de comportement, du comportement que ton chien produit et pose-toi la question pourquoi il le produit. Donc, fait que, tu sais, c'est ça. Le meilleur exemple, justement, comme je viens de donner, le chien qui saute sur la visite, si c'est problématique pour toi, c'est dans quel but? C'est le but d'avoir de l'attention. Fait que comment on peut venir, genre, gérer ça? Ou gérer l'environnement ou utiliser une des différentes techniques qu'on vous présentera pour venir comme corriger le problème de comportement. Fait que ça va être l'étape numéro 1, le troubleshooting. Fait que la recherche de... Se poser des questions. Se poser des questions, se poser les bonnes questions. Parce Ouais. que justement, si on vient tout le temps à juste le chien saute sur les gens, on vient corriger, mais on vient pas au cœur du problème. On vient pas au cœur de pourquoi mon chien il produit le comportement. On va juste soit créer une frustration, soit créer genre peut-être des agressions redirigées même. Tu sais, fait que c'est vraiment important de vraiment venir pinpoint pourquoi le chien il fait ça. Ouais, puis comme on va pas, comme tu le dis, au cœur du problème, ben on vient pas à combler le besoin. Puis ça, on en a parlé dans les épisodes précédents. Le chien effectue des comportements dans le but d'obtenir ou d'éviter. Donc, si, oui, je viens à tout de suite corriger, puis pas à chercher le pourquoi le chien effectue le comportement, donc à combler le besoin, puis j'y offre pas d'autres comportements alternatifs qui vont pouvoir que le chien va pouvoir obtenir ce qu'il recherche, peu importe c'est quoi. Mais au final, mon chien, ça se peut qu'à un moment donné, il arrête de sauter, mais il va reproduire d'autres comportements que je risque de pas aimer parce qu'on n'a pas comblé son besoin à la base. Donc, c'est sûr qu'il va aller chercher d'autres manières, d'autres façons d'essayer d'obtenir ce qu'il veut ou d'éviter, évidemment, ce qu'il veut. Donc, d'où l'importance aussi justement, de se poser les bonnes questions pour savoir est-ce que mon chien le fait pour obtenir, pour éviter? Puis si c'est éviter, bien, c'est éviter quoi et pourquoi? Et si c'est obtenir, bien, obtenir quoi et pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne travaillera pas de la même façon. Exemple, si mon chien me saute dessus pour obtenir le jouet, là, ce qu'il veut, c'est le jouet, tandis que s'il me saute dessus pour obtenir mon attention ou s'il me saute dessus, exemple, par frustration ou par surexcitation ou parce qu'il l'a juste pas appris à s'asseoir non plus puis apprendre que c'est ça qui est payant de faire quand tu veux de l'attention aussi. On ne viendra pas régler le problème de comportement de la même façon. Puis, tu sais, c'est important aussi de normaliser le fait que le chien produit des choses dans le but d'obtenir ou dans le but d'éviter. Fait que, tu sais, ton chien, il n'est pas spécial. Dans le sens que il y en a 42 des chiens sur la planète Terre qui sautent pour obtenir de l'attention. Il y en a 42 des chiens sur la planète Terre qui peuvent peut-être être réactifs par frustration. On laisse. Fait que, tu sais, normaliser beaucoup le comportement de votre chien. Fait que, tu sais, mon chien produit ça, c'est quand même normal dans une certaine, une certaine mesure. Fait que, tu sais, nous, ça fait vraiment partie de, mettons, notre méthode de démarchage au niveau de l'intervention en comportement canin, de venir faire ton chien, il est normal. Ton chien, il est pas. Ton chien n'est pas spécial. Il est spécial dans son unicité, mais il n'est pas spécial comme... C'est pas le premier chien que je vois qui fait ça. Ben oui, comme tu le dis, de généraliser, parce que dans le sens que il y a certains, on s'entend, là, il n'y a pas tous les comportements, il y a des comportements qui sont vraiment anormaux, puis c'est à se poser des questions. Mais, exemple, quand on parle des tocs, ces choses-là, mais, tu sais, la plupart de ce qu'on appelle les problématiques comportementales, en fait, c'est des comportements canins que tous les chiens vont reproduire normalement, puis que, c'est ça, comme tu le dis, c'est des comportements normaux qui font partie de leur socialisation, qui font partie de leurs moyens de communication. Tu sais, entre eux, c'est ça qu'ils font, comme on l'a déjà dit, ils sautent dessus pour jouer ensemble, ils se mordissent, c'est juste qu'il faut qu'ils apprennent. Tu sais, c'est ça, c'est juste qu'il faut qu'ils jappent après pour obtenir de l'attention de l'autre. Hey, check-moi, tu sais, viens jouer avec moi, tu sais. C'est des comportements normaux, puis en tant que tel, c'est pas vraiment des problèmes de comportement. Le problème de comportement, c'est vraiment c'est nous qui le perçoit puis qui le dit. Qu'est-ce que pour toi est un problème de comportement? Parce que comme tu l'as dit un peu mentionné tout à l'heure, il y en a que leur chien saute puis pour eux, c'est pas un problème de comportement, c'est bien correct. Moi, je tolère pas ça chez nous. C'est parce que s'il faut que je commence à tolérer ça, je finirai plus là. Mais tu sais, toi, ton tackle te saute dessus, ça a pas mal moins un gros impact que si lui me saute dessus. Ben oui, aussi. On va s'entendre. Fait que pour toi, le problème de comportement est pas le même que pour moi. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, un problème de comportement, en général, c'est vraiment... c'est vraiment l'humain en tant que tel qui vient dicter c'est quoi. Parce que pour un chien, le détruire ton divan, c'est comme s'il détruirait la branche dehors, creuser dehors, ben ils font tout ça. Là. Creuser sur le tapis puis défaire ton tapis, ben lui, c'est comme s'il creuserait dehors, dans la pelouse. Je veux dire, sauter sur les gens, ben c'est comme s'il sauterait ses autres chiens pour obtenir de l'attention. Tuer le chat du voisin, ben je veux dire, à base, c'est comme pour un chien, c'est normal. Là, dans le sens que pour lui, c'est pas un problème. Là, si tu lui demanderais, il ferait juste son rôle de prédateur, là, puis il y a juste un instinct de prédation qui est plus élevé, là, tu sais, je veux dire, à la base.
il y a quand même certaines problématiques que souvent, en fait, c'est ça, c'est vraiment l'humain qui vient dicter, mais qu'à la base, pour le chien, ça fait partie de sa séquence comportementale, puis c'est tout à fait normal. C'est juste que nous, on vient vraiment apprendre à l'animal qu'est-ce qui est adapté de faire en présence de l'humain, puis qu'est-ce qui est pas, comme moi, adapté, puis qu'avec l'humain, qu'on va moins renforcer. Donc, il va finir par associer qu'avec l'humain, c'est payant d'effectuer tel et tel comportement, puis c'est ceux-là qui vont finir par prioriser, bien évidemment. Là, je veux pas généraliser, il y a des comportements qui sont anormaux aussi. Là, exemple, tuer son congénère, c'est sûr, c'est des comportements qu'on peut retrouver, mais que c'est quand même anormal. Là. Dans un con, on le sait que la nature, on peut dire qu'elle est belle, mais on dit aussi qu'elle est très cruelle, parce qu'on peut voir, par exemple, dans la nature, bon, ben, des combats, exemple, des loups, meutes de loups, je sais pas moi, qui vont s'attaquer. Mais normalement, s'ils ont de l'espace, que tous leurs besoins sont comblés, puis qu'ils ont chacun leur meute, ça ira pas jusque-là, souvent. Là. Mais c'est sûr que là, si... Puis il y a des comportements qui peuvent être produits de façon contextuelle. Par exemple, on revient avec ton histoire de tuer son congénère. Une ancienne employée de chez Dogo, son berger allemand a tué sa petite chienne, mais ils étaient toutes les deux dans la même cage. Fait que manque d'espace. Mais ça a été juste contextuel parce que la chienne, elle n'est pas asociale avec les autres chiens. Elle adore les autres chiens, même les petits chiens. Mais là, dans ce contexte-là, spécifiquement, les deux chiens se sont attaqués pour une raison XY parce qu'ils étaient dans la même cage. Puis c'était vraiment contextuel. Fait que, tu sais, là, il n'y aura pas, mettons, de démarchage au niveau de la thérapie comportementale qu'on va pouvoir faire parce qu'on s'est rendu compte que c'était juste contextuel. Ben oui. Fait que c'était dans ce contexte-là, spécifiquement cette journée-là. Probablement que dans un autre contexte, pas la même journée, tu sais, ça se serait peut-être pas produit. Parce que là, les chiens auraient eu la possibilité de s'éloigner, tandis que là, tu sais, c'est important de comprendre, le chien va pas pousser plus loin. Nous, on a la capacité d'analyse de dire, exemple, je dis à la personne qui me touche, elle arrête de me flatter, elle continue à me flatter, c'est parce qu'elle m'entend pas, elle parle pas la même langue que moi, elle a un certain déficit. Mais le chien, lui, va pas plus loin. Exemple, que dans la situation que tu parles, ben, je sais pas, la chienne, à un moment donné, était tannée de la petite, elle a démontré en grognant ou en s'immobilisant qu'elle était plus confortable, elle voulait qu'elle s'éloigne. Mais tu sais, la petite chienne, elle peut pas s'éloigner, elle est prise dans la cage. Ben là, peut-être qu'à un moment donné, l'autre, elle s'est frustrée, elle va pas plus loin, puis dire, on est pognés dans la même cage, j'ai une porte, elle est barrée, elle non plus, elle peut pas s'en aller. Là. Elle fait juste se dire, j'y démontre, je suis pas confortable, elle s'éloigne pas, elle me respecte pas, je monte en émotion, elle me respecte pas plus, elle veut, tu sais, comme m'affronter, ben pas m'affronter un peu, mais tu sais, comme, elle veut m'attaquer moi aussi, fait que je dois me protéger parce que clairement, elle respecte pas, elle répond pas à ce que je lui renvoie comme message. Donc, je sens le besoin de me protéger. Il y a de quoi de pas normal. Puis là, exemple, ben, peut-être que, tu sais, j'étais pas là, mais tu sais, je suis en voulant dire que les chiens ont pas la même capacité d'analyse que nous. Non, vraiment pas. Dans cette situation-là, comme tu l'as dit, ça aurait pu vraiment être probablement évité. Donc, c'est tout le temps, c'est ça, contextuel, puis c'est à faire attention parce que des fois, c'est ça, une situation vraiment peut être propre à son contexte, puis ça pourrait être totalement différent dans un autre. Son contexte, sa journée, peut-être que le chien 1 avait des douleurs, on sait pas, tu sais. Fait que c'est important aussi de comme se baser sur ce qu'on voit dans le moment présent, puis d'analyser par rapport à ce qu'on voit dans le moment présent. Oui. Puis tu sais, d'où l'importance aussi, je pense, de faire attention parce que souvent, on parle que oui, il y a beaucoup de problématiques qui vont se développer à cause de l'humain en tant que tel. Tu sais, quand on voit, exemple, la prédation reliée aux petits chiens, les grands chiens vs petit chien de petite race, bien souvent dans un contexte, exemple, où tu vois aussi, mais tu sais, dans un contexte où les chiens pourraient tous vivre en société, avoir la liberté de mouvement, ne pas, tu sais, pouvoir socialiser dès leur plus jeune âge avec leur fratrie, bien ça se développe pratiquement pas parce que justement, ils socialisent dès leur plus jeune âge avec des petits chiens de différentes races, de différents sexes, de différentes énergies, donc ils développent pas ça. Mais un chien de grande race que tu n'as jamais fait socialiser avec un chien de petite race, ben oui, ça se peut qu'il développe de la prédation envers ses congénères de petite race parce qu'il n'a jamais vu ça, fait que pour lui, il va l'associer à une proie. Oui. Mais tu sais, c'est relié souvent à, justement, à l'éducation, à vraiment au contexte humain à travers ça, qu'on n'aurait pas nécessairement dans un contexte naturel où les chiens seraient pas séparés dès leur plus jeune âge, de leurs congénères, de leur fratrie, où ils seraient vraiment dans des plus grosses meutes, où il y aurait vraiment une socialisation qui se fait dès le plus jeune âge, puis à tout temps, là, pas juste quand ça nous tente, puis on décide d'aller au parc canin une fois ou 2 semaines aussi, exemple. Oui, parce que c'est ça, le contexte fait en sorte que, justement, ton chien voit jamais de petits chiens, puis là, paf, il en voit.
jamais vu ça de sa vie. Oh, c'est quoi? Oh, ça ressemble à un écureuil. Ouais, puis où que le chien a la possibilité de pouvoir socialiser à tous les jours avec d'autres Oui. chiens. Là. Tu sais, oui, il y en a qui vont être moins, exemple, quand on parle plus des pays d'Asie ou n'importe où, Europe, ou en tout cas où il fait plus chaud, fait qu'on a plus tendance à avoir des chiens dans un milieu plus naturel à l'extérieur. Ben, tu sais, oui, il y en a qui vont des fois être plus solitaires, mais ça reste qu'ils côtoient des chiens tous les jours, tout Oui. le temps, là, puis ils dépensent tellement d'énergie à juste survivre puis combler leurs besoins de base, là, que, moi, dire, ils en dépensent pas pour rien. Là, Non, tu sais, c'est là. ça, c'est Ils clair. chassent les bonnes affaires, puis, tu sais, ils sont tellement sociales dès leur plus jeune âge que Ce genre de problème-là se produit non, pas. c'est ça. Ouais, fait que c'est c'est ça. important aussi de remettre tout en contexte parce que avec les problématiques auxquelles on est, autant au Québec qu'au Canada en général, ben c'est souvent aussi relié vraiment à notre société puis à tout ce qui est par rapport à vraiment la domestication aussi. Oui, définitivement. Le contexte de domestication. Vraiment, là. vraiment. Si c'est un comportement qui est causé par la peur, qui est dicté par la peur, ben ça va être important de faire une désensibilisation progressive à ce qui cause la peur. Donc, tu sais, soit utiliser, dans le fond, justement, une désensibilisation progressive, genre, on va être dans un... Mettons, mon chien a peur des gens. Bon, ben je vais commencer par désensibiliser la vue des gens dans, mettons, ma zone jaune. Fait que ma zone qui fait pas réagir, même ma zone Ouais, verte. même moi, j'irais au début dans une zone verte. Une zone verte. Fait que la zone où le chien voit la personne, mais ce n'est pas une zone qui le fait réagir. Fait que, par exemple, Où il est à 6 confortable. mètres. Exactement. À 6 mètres, il est confortable. Fait qu'on va vraiment venir renforcer le fait que le chien voit des gens puis que c'est positif. Après ça, on peut avancer dans la zone jaune. Mais c'est important de ne pas skipper d'étapes. Puis, c'est important aussi quand on fait une désensibilisation progressive à quelque chose qui est causé par de la peur, parce que la peur, c'est une émotion et on peut pas conditionner négativement une émotion, dans le sens où ton chien a peur des gens, c'est pas parce que je donne une récompense qu'il va avoir plus peur des gens. Ouais, ça, on se le fait souvent dire. Ouais. Moi, souvent, ce que je leur mets, c'est que je leur mets en contexte de comme toi, exemple, si t'as peur des araignées, c'est pas que je te donne à chaque fois 5$ quand tu vois une araignée que tu vas avoir plus peur. Là. Non. Au contraire, un moment donné, tu vas quasiment te dire, tu sais, au début, ça pourrait être à une C'est hot, distance tes que t'es araignées. confortable. Je te donne 5$. Un moment donné, quand t'es comme, hey, j'espère en voir une autre parce qu'à chaque fois, j'ai 5$, ben là, je pourrais dire, OK, ben là, je la rapproche de toi. Puis un moment donné, ben, pour le 5$, faut que tu, exemple, il touche. Puis un moment donné, on y va toujours de façon progressive Oui. en suivant ta capacité On augmente nos adaptative. critères, justement, par Évidemment. rapport à la capacité d'adaptation de l'animal. Fait que, tu sais, par exemple, on peut apprendre des comportements alternatifs aux chiens quand on est en promenade, on croise des gens. Ah, ben, on va y apprendre à faire un demi-tour pour revenir vers nous puis faire dos à la personne pour pouvoir s'éloigner. Fait qu'au lieu de japper après la personne pour que la personne s'éloigne, donc, utiliser comme le comportement qui est conditionné par la peur à faire comme je jappe après la personne, donc la personne va finir éventuellement par s'éloigner. Donc, je m'occupe de gérer ma propre peur toute seule, d'apprendre un comportement alternatif au chien qui est le demi-tour, on vient récompenser pendant qu'on fait le demi-tour, pendant qu'on s'éloigne. Fait que comme ça, le chien est désensibilisé progressivement, mais aussi apprend un comportement alternatif qui est incompatible avec le fait de japper après les gens. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a des manières de venir comme gérer, mettons, une certaine forme de réactivité ou une certaine forme de comportement causé par la peur, excuse-moi. Fait que, tu sais, puis ça, c'est une grosse base. Comme j'ai dit, on en parle brièvement, Ouais. mais tu sais, juste au niveau de cette problématique-là par rapport à tous les comportements qui sont reliés à de la peur ou à un stress ou à un inconfort, juste ça, on pourrait en parler pendant 1 heure. Là. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit c'est des pistes de solutions, mais c'est sûr que normalement, tu sais, allez voir un professionnel pour vraiment vous aider durant ces étapes-là, parce que ça doit se faire vraiment de façon progressive. Puis si on saute une étape trop vite, on peut recommencer tout à zéro, puis même rempirer là, les choses, c'est mal fait. Là. Mettons une désensibilisation progressive pour des chiens qui ont peur des autres chiens. On peut même utiliser un toutou. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'intervenants en comportement canin qui, au départ, quand ils rencontrent des chiens qui sont excessivement peureux, qui ont excessivement peur ou excessivement une grosse crainte des autres chiens, ils viennent utiliser des toutous. Ou un chien qui est complètement immobile, qui ne fait rien, qui le regarde pas, qui bouge pas, qui jappe pas, qui fait rien du tout. Fait que, tu sais, mettons, moi, ça, je veux utiliser mon samoyède Mook, parce que Mook est bien plus motivé par la nourriture que motivé par les chiens. Fait que, tu sais, juste mettre Mook de dos, puis venir comme tranquillement travailler dans la zone de confort du chien numéro 1 pendant que Mook est de dos, puis il fait juste regarder sa croquette. Bon, moi, ça va venir donner un coup de main au final, tu sais, de venir désensibiliser tranquillement, pas vite. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est vraiment étape par étape. C'est important de ne pas brûler d'étapes, parce qu'après ça, de un, on perd la confiance de son chien, parce que ton chien,
il se remet à toi, littéralement. Là. Il est en laisse, il peut pas bouger. Non, c'est comme il peut toi, pas je se pratique sauver, là. l'exercice, puis à un moment donné, je te garoche l'araignée dessus, puis à un moment C'est donné, dès que je vais arriver avec l'araignée, tu vas avoir juste peur que je me rapproche puis je te la garoche dessus, là. Fait que, tu sais, on va alors retourner encore plus loin en arrière, puis des fois, on peut même rempirer la situation si on ne travaille pas comme il faut. Fait que d'où l'importance, puis la corrélation de distance, on le dira jamais assez, mais ça c'est ce à prime abord, ce qui vient vraiment tout faire la différence, puis créer un renforcement, évidemment, qui va être payant en présence du stimulus à distance. Puis c'est sûr que ton renforcement, plus il est payant, plus ça va aller vite. C'est comme je te donne 5$ pour l'araignée ou je te donne 5 millions. Là, à 5 millions, on va te dire, tu te motives pas mal. Tu te motives sur un peu, méchant temps. t'sais, Exactement. Fait que, tu sais, quand vous travaillez pour un comportement et quand vous travaillez en fonction d'un comportement qui est causé par de la peur, de la crainte, ben n'hésitez pas à y aller pour des affaires que vous n'utilisez jamais. Des bouts de saucisse, des bouts de fromage, des bouts de poulet quelque chose cuit, de payant. Quelque chose de vraiment payant qu'on veut utiliser juste en contexte d'entraînement pour ce contexte d'entraînement spécifique-là. Quelque chose que ton chien n'a pas droit habituellement. Ça peut être justement là où on utilise de la bouffe de table. Ouais. C'est Puis motivant. moi, ce que j'aime mes clients, c'est aussi de ne pas tomber dans l'erreur de on progresse trop rapidement alors que notre chien n'est pas rendu là puis n'a pas créé les bonnes associations parce que c'est trop payant aussi, parce qu'il y a une corrélation. Est-ce que le chien s'approche? Oui. Ou, tu sais, on va trop vite puis il a l'air super correct à cause que le motivateur est trop payant, mais l'association n'est pas créée. Ton chien qui a peur des gens, si, mettons, Rocky a peur des gens, Jess il donne une saucisse de même. Rocky, c'est sûr qu'il va s'approcher parce qu'il sait que ça sent bon la saucisse puis que c'est bon la saucisse. Mais est-ce qu'il va venir vraiment parce qu'il n'a pas peur de moi? Va dire quoi? C'est ça. Son langage corporel va dire quoi? Est-ce qu'il va être mais travail, tu sais, comme un effet de contradictoire, tu sais. Dans le sens qu'il y a le goût, fait qu'il va y aller, mais en fait, il y a quand même peur. Il va-tu s'étirer tout son long pour ramasser la croquette juste du bout des dents parce qu'il y a la chienne de toi, ou il le fait vraiment parce qu'il est volontaire puis que ça y tente? Parce qu'on est rendu là. Fait que c'est de faire attention, d'où l'importance de la distance. Fait que dans ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est que moi, au lieu de l'obliger à venir s'approcher, ben, je pourrais lui lancer à distance quand il est plus près de toi. Puis à un moment donné, progressivement, lui lancer plus près, tu sais. Exactement. Mais de pas tout de suite, c'est ça, de faire attention parce que là, des fois, on peut tomber dans un mauvais pattern que mon chien n'est pas rendu à cette étape-là, mais qu'il se pousse à aller contre sa peur. Puis que là, des fois, ça peut faire aussi l'effet contraire. Ça se peut que tu viennes gâcher ta récompense. Ça se peut que si, par exemple, Rocky a peur de Jess il donne une saucisse, Rocky s'étire de tout son long pour la ramasser juste par le bout des dents, mais que la prochaine fois que Jess va y présenter une saucisse ou que moi, je vais lui présenter une saucisse en contexte d'entraînement, Rocky, il s'en calisse de la saucisse. Ouais. Ils ne veulent même pas la saucisse parce qu'il l'a associé au fait que j'ai peur, mais je suis tellement motivée par la saucisse que je vais... C'était bon, mais j'ai vraiment eu peur. Mais j'ai vraiment, vraiment trop eu peur. Fait oublie ça, la saucisse, maintenant. Tout ce qui en conclut puis qui reste, c'est que j'ai vraiment eu peur. Même si c'était vraiment bon. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, l'association qu'on va venir faire au niveau, mettons, des comportements conditionnés par la peur, ben c'est d'autant plus important. Puis c'est là aussi qu'on vous dit, aidez-vous d'un professionnel. Parce que là, on travaille, c'est ça, une émotion, pas juste nécessairement un comportement. Là. Fait que c'est sûr que ça devient plus complexe. C'est ça. Sinon, on peut faire vraiment l'effet contraire, évidemment. Là. Absolument. Venir créer une genre d'aversion par rapport aux récompenses. Ouais. Puis il y a aussi qu'on en parle moins souvent, mais là, c'est plus par rapport aux chiots ou tous les chiens aussi qui vivent une nouvelle expérience, qu'on va travailler aussi ce qu'on appelle une habituation aussi progressive positive. Habituation progressive. Fait que, par exemple, une habituation progressive pourrait être mon chien a très peur des bruits de camions de pompiers. Bon. Ou ben non, moi je dirais ça dépend parce que tu sais l'habituation progressive, moi je vois que c'est plus neutre exemple. Ouais. L'émotion est neutre, puis il faudrait, tu sais, là, tu veux la rendre positive. Tandis que désensibilisation, c'est que tu as déjà une émotion qui est négative en soi, genre, qui a un habituation, ouais. Fait qu'habituation, exemple, mon chien, il est jamais allé chez le vétérinaire ou il s'est fait jamais faire une coupe de griffes. Puis là, je rends en habituation progressive positive. Fait que c'est sûr, je prendrais pas nécessairement à pas tout de suite, à ouais, parce que là, ça pourrait tomber, même s'il y a de quoi de payant, ça pourrait tomber dans genre, c'est trop intense pour le chien, vu que, tu sais, c'est par quelqu'un qu'il connaît pas, dans un environnement qu'il connaît pas. Puis là, il y a des contentions qui sont faites. Donc, on pourrait commencer, exemple, à la maison. Tu sais, je prends un ciseau. Ouais, c'est ça. Au début, juste, je fais des habituations ou des petites manipulations. Indépendamment, ça pourrait être je sors les ciseaux ou, tu sais, si on n'a pas nécessairement de coupe-griffe, on le fera pas avec les ciseaux, là. C'est juste pour si vous n'avez pas de coupe-griffe à la maison, on peut prendre quelque chose qui ressemble un peu. Puis ça pourrait, chaque fois que je sors ça, je donne une gâterie, je leur sers, c'est plus payant. Je sors l'outil. Puis là, maintenant, quand tu sors l'outil, puis le chien est full content, ben là, ça pourrait être, je m'approche de lui, récompense, je leur sers, c'est plus payant. Puis quand il est content, quand je m'en approche, pour lui de comme être incertain ou juste
neutre, puis il est comme pas sûr, il est content, ben là, ça pourrait être j'y touche, c'est payant, quand je touche plus, c'est plus payant, exemple, la patte. Puis, c'est comme ça d'y aller progressif toujours. Fait que c'est souvent relié à une émotion neutre on veut rendre positive, reliée soit à un stimulus, là, peu importe quel qu'il soit. Par rapport à une autre technique qu'on appelle l'immersion. L'immersion, ça peut être c'est une technique qu'on associe beaucoup négativement parce que justement, c'est vraiment de pogner le chien puis de le mettre dans une situation qui soit le rend stressé ou qui le rend inconfortable. Fait que, tu sais, par exemple, il y avait une vidéo sur Facebook, je sais pas si tu l'avais vu il y a quelques temps, il y avait un éducateur canin qui faisait, mettons, des capsules à Canal Vie, je pense. Puis le chien, un gros chien, genre un can corso, il avait vraiment peur de l'eau. Puis il tirait jusqu'à temps que le chien touche à l'eau pour lui montrer que c'était pas épeurant. Mais probablement que le chien, son association avec l'eau présentement ne sera pas positive. Fait que, tu sais, l'immersion, souvent, ça va créer une association soit vraiment neutre ou vraiment négative parce qu'on a forcé l'animal à aller dans une zone où il n'était pas confortable. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais... Pour l'immersion, pour peut-être les gens qui comprennent un peu moins la terminologie, c'est vraiment, on met le chien dans un contexte. Exemple, ben, il a peur des autres chiens, ben, je le fous dans le parc canin avec plein de chiens jusqu'à temps qu'il s'y habitue, puis quand il est habitué, ben, là, je le sors de là. Mais souvent, l'immersion, c'est vraiment une technique, en fait, nous, qu'on déconseille fortement parce que souvent, ça va faire l'effet contraire. C'est un peu comme toi, si t'as peur, même, je prends beaucoup souvent ce principe-là pour le ramener. Oui, les araignées. Des araignées, puis je te fous dans une pièce avec des araignées jusqu'à temps qu'à un moment donné, t'aies plus peur, là. Ouais. Mais dans certains cas, ça peut fonctionner, mais la plupart des cas, ça va faire vraiment une phobie, puis ça va même augmenter encore plus la peur, là. Exactement. Parce que là, l'animal, dès qu'il va voir le stimulus, ben souvent, il va avoir l'impression que dans pas long, il va en avoir plein, puis que ça va se garrocher sur lui, là. Fait que souvent, le chien finit par avoir encore plus peur. Donc, c'est vraiment une technique que je ne recommande à personne. Mais tu sais, quoique dans certains cas, ça peut fonctionner. Mais... Ben, avec lui, ça l'a bien fonctionné. Et Rocky, c'est un chien qui fait de l'anxiété de séparation. Puis ça, je vais donner un exemple positif parce que la plupart du temps, on l'associe de façon négative. Rocky, c'est un chien qui fait de l'anxiété de séparation. Donc, je peux pas ne pas l'emmener quand je m'en vais faire quelque chose. Faut impérativement qu'il soit dans mon auto ou qu'il soit avec moi parce que sinon, il est malpropre. Mais vraiment extrêmement malpropre. À un moment donné, l'été passé, je m'en vais faire du paddleboard avec une amie, puis j'ai pas le choix de l'amener parce que je peux pas le laisser tout seul, mon chum est pas disponible, il peut pas s'en occuper. Bon. Fait que là, j'amène Rocky, mais je peux pas le laisser dans mon char. Parce que si je le laisse dans mon char, il va cramer, là. Il fait 35 degrés dehors, là. Oublie ça, là, j'ai pas le choix. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris dans mes bras, je l'ai mis sur le paddleboard, puis il est venu faire sa ride de paddleboard avec moi. La deuxième fois que je suis retournée en paddleboard, il n'y avait pas associé de façon positive le paddleboard. Il y avait juste associé le fait qu'elle allait être avec moi. Donc, la deuxième fois, quand je suis retournée en paddleboard, j'ai pas eu le choix de l'emmener. Il a embarqué volontairement sur le paddleboard. Mais ça veut pas dire qu'il avait associé ça de façon positive. Il a juste associé... Est-ce qu'il y avait peur ou ça y tentait pas? Il était juste neutre? Parce que s'il est neutre, on parle pas nécessairement d'une immersion. Ben, ça dépend. Parce que moi, l'immersion, je la vois vraiment comme déjà, il y a comme un stimulus neutre, un peu le même principe. Puis là, tu sais, on veut vraiment le désensibiliser. Fait qu'au lieu de faire de façon progressive, ben, c'est comme je te garoche dedans jusqu'à temps que tu t'habitues. Ouais. Fait que, tu sais, s'il était comme plus neutre, tu sais, ça reste quand même une immersion dans le sens, c'est let's go, c'est tout de suite, je vais pas progressif, là. C'est comme pas l'eau. C'était vraiment genre, je te mets dessus, parce que j'ai pas le choix de te mettre dessus, parce que c'est ça, là. Mais tu sais, tu vois, là, maintenant, il vient en paddle avec moi, puis il y en a plus de problème. Ça veut pas dire qu'il a fait une association positive. Mais je pense que c'est un peu comme tu l'as mentionné aussi, tu sais, à un moment donné, il y a tout le temps aussi, oui, si on remet en contexte, il y a toujours, tu sais, les choix de... Dans le sens que, qu'est-ce qui est le mieux? T'sais, on le laissera pas cramer non plus dans l'auto, c'est pas éthique, puis pour lui, ça sera vraiment pas le fun, puis c'est même dangereux pour sa vie. Fait que, tu sais, là, c'est le seul choix qui est comme plus éthique et qui est comme plus adapté à cette situation-là. Fait que je pense que, tu sais, il y a tout le temps des pour et contre dans le sens que dans certaines situations, ça peut être le choix le plus adapté quand même. Oui, c'est le choix qui est pas le choix. Exemple. Fait que, puis je pense que c'est ça qui est bien à cette heure que les intervenants, ils se reposent en question, c'est que même au niveau, tu sais, du regroupement ou même de tous les intervenants en renforcement, qu'on utilise évidemment le renforcement, les techniques éthiques, qui vont vraiment aller vers le bien-être de l'animal toujours se mettre en question sur quelle technique je peux utiliser qui est vraiment le mieux justement pour l'animal. Mais je pense que c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une certaine ouverture dans le sens aussi de voir que des fois, même si la technique en soi n'est pas nécessairement celle qu'on recommande, mais dans certains cas où on n'a pas le choix, c'est quand même celle qui est la plus éthique, donc qui va être la mieux au niveau du choix.
même si on les remet comme tout séparés, ça serait pas nécessairement celle qu'on Définitivement. primerait à bord, ou Ça aurait même qu'on été plus recommande pas payant. du tout. Là. Ça aurait été plus payant si je l'avais désensibilisé progressivement à embarquer sur mon paddleboard quand il est pas dans l'eau. Après ça, genre, venir faire une petite mini-ride avec moi au lieu de faire genre 2 heures de paddle puis qu'il soit pogné sur le paddle avec moi, il n'y a pas le choix. Mais comme, en même temps, ça a fonctionné parce que maintenant, il vient avec moi. Fait que oui, ça marche. Ça veut pas dire que c'est une association positive. Ben oui. Tu sais, il y a des fois, il y a des choses qu'on peut entraîner, mais pas toutes s'entraînent. Tu sais, exemple, bon, je dis ça comme ça, là, sur un exemple parmi tant d'autres, mais exemple, bon, ben, il faut que je voyage mon chien en avion. C'est sûr que je peux commencer déjà à habituer progressivement à ce qu'il soit habitué à une cage, qu'il soit habitué au bruit d'avion, qu'il soit habitué à être seul, qu'il soit... Mais tu sais, à un moment donné, je peux pas le mettre progressivement dans un vrai avion puis aller progressivement Faire 5 minutes, puis tu sais, le bougeur, tu sais, à un moment donné, oui, je peux désensibiliser certains facteurs indépendamment pour faire que quand tout ça va être mis ensemble, il y a quand même plus de chances que l'animal se sente plus à l'aise face à la situation. Mais tu sais, il y a des choses, c'est sûr qu'on ne pourra pas à un moment donné travailler à 100%. Puis que oui, il va y avoir une certaine partie un peu d'immersion à travers ça. Là, dans les techniques qu'on peut utiliser aussi au niveau, dans le fond, de la modification comportementale, ça va être de gérer l'environnement de l'animal pour éviter la reproduction du comportement. Par exemple, les chiens qui mettent les pattes sur le comptoir, qui vont voler les muffins frais qui sortent du four sur le top du four. Tu sais, le steak, le poulet. Le poulet, ouais, n'importe quoi qui dégèle sur le comptoir, ou genre n'importe quoi ton que souper tu tout le temps. n'importe quoi que tu laisses accessible. On le sait que la motivation d'une assiette fumante de nourriture humaine qui traîne sur le comptoir est crissement plus motivante que n'importe quelle petite croquette sec que tu vas donner à ton chien. Bon, mais dans ce cas-là, c'est quoi la solution? Gère ton environnement. Évite l'accès à la cuisine. Ou évite de laisser ton lunch qui traîne. Tu gères l'environnement de ton animal pour éviter la reproduction du comportement nocif. Ben oui. Du comportement qui te déplaît. Parce que pour le chien, c'est normal de mettre les pattes sur le comptoir et d'aller voler ta bouffe. Là. Ben oui, comme moi, c'est normal. Exemple de si je veux quelque chose en hauteur de monter pour aller le chercher, là, j'attendrai pas puis je regarderai pas ça en m'assoyant. Là, pour le chien, c'est pas normal. Là. Mais c'est comprendre qu'exemple, c'est plus payant de m'asseoir puis il y a plus de probabilité que j'obtienne ce que sur le comptoir que de sauter. Ben là, oui, il y a plus de chances peut-être qu'il s'assoit puis il patiente. Mais tu sais, il y a tout le temps aussi la corrélation. C'est ça que je dis à mes clients. Tu sais, exemple, moi, là, c'est sûr que tu sais, je suis pas voleuse. Tu sais, je respecte autrui. Mais si, mettons, il y a 300 000 $ à la table là, du jour au lendemain d'être là, ben peut-être que je finirais pas par le voler, mais c'est sûr, ça va me tenter, même si je suis une bonne citoyenne. Mais toi, t'es capable de réflexion. C'est ça. T'es capable d'y réfléchir. D'analyser que c'est mal, c'est à quelqu'un. Là, en plus, je pourrais aller en prison. Tu sais, plus loin. Puis il y a des conséquences par rapport à ça, mais le chien, lui, va pas. Il est dans le présent. Fait qu'il se reflètera pas aussi dans le futur de dire, hey, là, après ça, mon maître sera pas content, puis c'est son souper. Je vais manger un coup. Tu sais, il y a pas de... Tu sais, c'est tentant, des fois. Il est juste dans le présent que j'ai le goût de l'avoir. Il ne suffit pas vraiment à les conséquences qui pourraient venir par la suite. Puis, tu sais, c'est ça, même si c'est un bon chien, même si c'est pas du genre à faire ça, ben c'est sûr que Mané, il y a comme l'effet de tentation, là, comme moi, je suis une bonne citoyenne, mais Mané, c'est sûr que 5$, jamais je vais y toucher, je penserais même pas à y voler, là. Mais Mané, 50 000, ça attend, même si c'était mon ami, c'est sûr, cache-les, là, parce que je passerais sûrement pas avec, là, mais je vais y penser. Ça va me là, tenter, exactement. Tu vas avoir un processus de réflexion, chose que le chien n'aura pas. Ouais. Puis, tu sais, même si ton chien... Je vais mettre dans le futur ce que le chien, lui aussi, fera pas sur le moment. Là. Même si ton chien te vole le poulet frais sur le comptoir, que tu as mis à dégeler pour le souper, puis il te le vole, il le mange, même si tu le bats à mort après, le chien, il l'a volé, lui, il est déjà rendu à d'autres choses. Là. Genre, il est déjà rendu à d'autres choses. La motivation sur le coup était tellement forte que même si tu le bats à mort après, il a été renforcé, le comportement. Fait que ça va rien changer d'appliquer une correction sur le fait que ton chien t'a volé ton assiette sur le comptoir, à part le fait que toi, ça va t'apporter de la satisfaction. Ouais. Puis moi, souvent, ça, je le dis tellement souvent à mes clients, puis ils ont de la difficulté, des fois, certains, à comprendre ça, mais souvent, ils vont me dire, mettons, ben non, il sait, là, check sa face quand je le chicane. Ben, je leur dis tout le temps, prends sa balle, là. Puis, tu sais, fais genre, hey, c'est quoi ça, non, comme ils font. Ben, c'est sûr que t'auras beau, même si c'est sa balle ou son bol de bouffe, ben, il va réagir de même, il va avoir l'impression, il va faire les mêmes comportements. Ben, c'est pas parce qu'il sait puis il se sent mal, c'est juste, il réagit à ton énergie, à ton gestuel, à ton comportement qui dégage que t'as pas l'air contente. Donc, il envoie des signaux d'apaisement pour démontrer qu'il cherche pas la confrontation. Mais tu sais, c'est pas qu'il se sent mal puis qu'il sait. T'as ton langage corporel qui te trahit du fait que t'es pas content. Puis le chien, c'est pas pour rien qu'il y a des chiens de détection de cancer maintenant qui sont capables de sentir différents types de cancers, différents types de maladies hormonales parce que ils
sentent. Ils sentent les hormones humaines. Ils ont cette capacité-là, les chiens, de sentir les hormones humaines. Donc, quand tu dégages des émotions, des hormones de frustration extrême, ton chien, il le sait. Ben oui. Tu remarqueras, mettons, tu es en train de te pogner avec ton chum solide, là, solide, ça se crie par la tête, ton chien n'est pas d'imparage. Parce qu'il sait très bien que ce que tu dégages n'est pas positif. Ouais. Parce que l'hormone que tu dégages, c'est pas le fun. Là. Non. Fait que, tu sais, il va se cacher, il va se terrer. Fait que c'est pas parce qu'il se sent coupable que tu te chicanes avec ton chum, c'est parce qu'il sent que... Ouais. Il sent. Ou des fois, ça peut être par situation. Exemple, souvent, les gens vont aussi me dire ça. Ah, ben, mettons, quand je reviens, il a pissé partout, il a tout détruit. Ben là, je suis à peine rentrée dans le cadre de porte, que là, il est là de même, il va se cacher dans sa cage. Il sait qu'il a fait de quoi de mauvais, genre. Non. Ben, c'est pas qu'il sait, c'est qu'il y a toujours la situation qu'il se souvient juste que chaque fois que tu reviens, s'il y a de quoi détruit, t'es fâché. Fait qu'il essaie de t'apaiser en démontrant. Mais même des fois, il n'y a rien détruit. Là. Ouais. Même des fois, tu fais juste rentrer dans la maison puis ton chien il est déjà super piteux. Ouais, il y en a qui vont associer juste la séquence à ce que chaque fois que tu rentres dans la maison, ça annonce du négatif. Donc, dès que la situation va se présenter, le chien va déjà être en train de reproduire, évidemment, des signaux d'apaisement pour essayer de t'apaiser, de démontrer qu'il cherche pas la confrontation. Mais tu sais, c'est pas qu'il s'excuse. C'est non, qu'il vraiment sent mal pas. de... Vraiment pas. C'est un peu triste en soi quand c'est rendu que ton chien, c'est ça, je leur dis, évite, puis est pas à l'aise, puis associe négativement le fait que tu rentres à la maison. Toi, tu penses que ton chien, il se sent mal, puis il veut s'excuser d'avoir détruit ou d'avoir été malpropre, quand en fait, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il essaie de t'apaiser, puis il a comme peur, puis il est pas à l'aise que tu rentres à la maison. C'est quand même... Tu sais, le chien, c'est pour ça, d'où l'importance, comme on l'a déjà dit, de vraiment, autant qu'on veut renforcer que punir un comportement, c'est tout de suite, faut avoir le timing. Quand t'es genre en dedans de 1 ou 2 secondes, maximum 5 secondes, c'est déjà trop tard. Tu sais, t'es plus dedans. Tu risques de renforcer ou punir d'autres comportements qui étaient pas du tout ceux que tu souhaitais. Ou même à la limite, il va mal t'associer. Il va t'associer de façon négative. Ça vient créer de l'incohérence. Fait qu'à un moment donné, le chien, tu sais, c'est comme plus trop ou mettre, on pourrait dire. Ouais, exactement. Puis c'est comme ton comportement, c'est comme un chien que tout d'un coup, il y aurait des comportements, tu sais, anormaux, soudains. Tu sais, à un moment donné, ça vient créer comme vraiment une incompréhension. Le chien, tu sais, il sait plus trop pourquoi tu réagis comme ça. Puis même pourquoi principe des fois que si tu rentres à la maison, puis que ton coloc est dans la cuisine, puis tout d'un coup, il se met à te donner de la merde. Péter un plomb, t'es comme... C'est ça, t'es comme plus à l'aise parce que tu sais plus, genre... qu'est-ce qui pourrait arriver, comment il pourrait réagir, puis surtout que c'est comme soudain puis un peu incompréhensible, puis t'es pas capable d'identifier le pourquoi. Tu sais. Exactement. Renforcement d'un comportement alternatif. Tu veux-tu m'en parler un petit peu? Ben, tu sais, un petit peu, t'en as déjà parlé un peu là, durant quand tu parlais, mais tu sais, c'est ça. Quand on parle de... C'est un gros terme là, pour dire juste, en fait, de renforcer des comportements tout autre que celui que tu essaies. Par exemple, le chien saute, ben je renforcerais au lieu quand il s'assoit, quand il saute pas même, quand il saute pas, quand tous les autres comportements, dans le fond, autres. On l'a dit là, alternatifs que de sauter. Exactement. Tandis que différentiel tout court, ben là, ça serait vraiment où... il y a un autre terme exactement là, au niveau, là, je me souviens plus exactement. Renforcement de comportement... Mais ça, c'est juste différentiel. Contrairement à alternatif, c'est que tu vas avoir vraiment, là, ça va être le comportement contradictoire complètement. Fait que là, ça serait, je renforcerais juste quand il s'assoit. Tandis qu'à alternatif, ça serait toutes les autres sauf sauter, exemple. Exactement. Par exemple, tu prépares à manger, ton chien tout le temps, genre, venir se mettre le nez sur le bord du comptoir. Bon, ben, soit tu peux gérer ton environnement ou tu peux carrément montrer un comportement alternatif. Donc, un comportement qui n'a rien à voir avec mettre le nez sur le bord du comptoir. Fait que se coucher dans sa cage. S'éloigner, aller dans sa cage. Exactement. Un comportement aller dans son tapis, tous les autres comportements, dans le fond, autres que de mettre son nez sur la table puis de focusser là-dessus, ça bouffe. Là, tu peux faire un combiné de toutes ces deux techniques-là. Fait que gérer ton environnement pour éviter que ton chien rentre dans la cuisine, puis aussi venir renforcer le comportement alternatif qui est de ne pas quêter. Ouais. Moi, souvent, la gestion environnementale, je vais beaucoup l'utiliser dans le sens, soit, exemple, quand que c'est quelque chose que j'ai pas le temps, ça me tente pas d'entraîner, tu sais, comme on l'a dit, on va y aller par ordre de priorité. Maintenant, on peut pas tout entraîner, là. Fait que, exemple, si ton chien, t'as comme 5-6 trucs à travailler avec lui, dont, exemple, parce qu'il faut des poubelles, mais là, qu'il y a d'autres problématiques qui te dérangent plus, ben c'est sûr, à un moment donné, c'est pas possible de tout pouvoir travailler en même temps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en attendant focusser sur les autres qui sont plus importants à tes yeux à travailler pour le moment. Puis pour l'instant, on pourrait dire, bon, on fait de la gestion environnementale en laissant, exemple, la poubelle, justement,
dans l'armoire. Fait comme ça, on règle la problématique pour l'instant. Le chien fait pas le comportement, donc peut pas se renforcer puis continuer à vouloir le faire. Ou c'est parce que tu lâches prise sur un certain comportement. Ou si ça te tente pas, ben c'est bien correct, mais trouve ta bonne gestion environnementale pour t'assurer que justement tout le monde soit heureux. Dans le fond, lui, il se renforce pas parce qu'il a pas accès à la poubelle, fait qu'il vient pas à continuer à vouloir le reproduire, puis toi, t'es bien content parce que t'as pas toutes des cochonneries à ramasser le soir qui sont éparpillées un peu partout. Puis juste une question de sécurité, là, parce que des fois aussi, les chiens peuvent manger tout et n'importe quoi, des restants qui peuvent pas manger ou des os de poulet, cuits, ces choses-là, que là, ça peut devenir aussi à risque pour l'animal. Fait que question aussi juste de sécurité. De sécurité, là, définitivement. Puis moi, la gestion environnementale, c'est ça. Soit je l'utilise dans ce cas-là, fait que, on veut pas travailler un comportement où on a d'autres à travailler, d'autres problématiques, excuse-moi. Fait que là, on met l'accent, puis pour l'instant, on gère ça. Fait qu'on arrive quand même à le même résultat, qui est que le chien ne foule pas dans la poubelle puis la détruit pas. Et sinon, on l'utilise pour aussi, justement, les chiens, exemple, tu sais, quand on commence un entraînement puis que le chien a déjà été renforcé dans son mauvais comportement. Fait que, justement, il a déjà attrapé le poulet sur la table, fait qu'il est porté, il a été renforcé, porté à le refaire. Bien là, au début, on pourrait mettre une clôture pour s'assurer qu'il puisse pas se rendre, exemple, au comptoir. Puis entre-temps, en même temps, comme il peut pas se rendre au comptoir, bien là, je renforcerais tous les autres comportements, quand il irait dans son lit, je pourrais renforcer à distance pendant que je fais la cuisine. Quand, exemple, il s'éloigne, bon, ben yes, ah ouais, là-bas, je renforce ça. Fait que là, on fait les deux. On s'assure qu'avec une bonne gestion environnementale, le chien, d'ici à ce qu'il apprenne les comportements alternatifs, ne les reproduise pas, donc se renforce pas, parce que plus il se renforce, plus il garde, plus c'est dur à travailler. Et en même temps, on travaille ce qu'on a besoin de travailler. Ou avec les chiots, exemple, qui ont tout à apprendre. Aussi, exemple. Définitivement. La gestion d'environnement avec un chiot, on en reparlera là, justement du développement du chiot, mais vraiment, la gestion d'environnement avec un chiot, c'est la meilleure. Rapidement, là, vu que ça a quand même un lien avec ce qu'on parle aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment important, je dis toujours ça à mes clients, t'es mieux de faire une bonne gestion environnementale dès le début, puis que le chien, mettons, soit t'es tout le temps là, fait que tu sais, il y a même pas le temps de mettre à peine le nez sur le comptoir que, hey, c'est non, tout de suite, je le détourne, fait qu'il y a jamais le temps d'aller chercher le poulet sur la table, fait qu'après peut-être 10-15 premières fois, il va voir que ça fait 10-15 fois qu'il essaye, ça fonctionne pas, mais quand je m'assois ou je m'éloigne, là, j'obtiens de quoi de payant, ben il va finir par l'éliminer, puis il ne le refera plus jamais. Mais si une fois, tu n'as pas fait une bonne gestion environnementale puis une bonne surveillance, puis une fois, il y a accès au poulet sur la table, ça va être dur à venir déprogrammer. Il va falloir que tu travailles 15 fois plus fort que si tu aurais fait une bonne gestion, puis dans les 10-15 premiers essais, le chiot, il n'aurait pas eu accès, fait qu'il s'en aurait vite défait. Même chose au niveau de la destruction. Si tu fais une bonne gestion, que ton chien, oui, il y a plein d'os, il y a plein d'outils pour, évidemment, combler son besoin masticatoire. Ou qui peut détruire dans un contexte contrôlé. Correct. Puis qu'en même temps, là, tu es tout le temps là à le surveiller, puis quand tu n'es pas là, tu t'assures d'avoir une bonne gestion, soit il est dans une cage, soit il est dans un environnement programmé pour pas qu'exemple, il puisse détruire ton divan. Puis que les fois que tu es là, tu le laisses là, puis la fois qu'il fait tout de suite, c'est non, tu le détournes vers son outil. Mais les 15 fois qu'il essaie de faire puis d'aller mâchouiller ta patte de table ou le divan, tout ce qu'il y a eu, c'est quelque chose d'un peu inconfortable. Puis de toute façon, il n'a jamais pu prendre plaisir à le gruger puis à le détruire. Mais il va vite s'en défaire. Mais si une fois, tu n'as pas trop surveillé, tu n'as pas fait une bonne gestion environnementale, puis là, il y a eu le temps de gruger ta patte de chaise ou de gruger ton coin de divan, puis il en a trouvé du plaisir. Encore plus fort. Ben oui, il sait que, il n'a pas trop le droit, puis tout ça. Mais en même temps, c'était tellement le fun quand je l'ai fait que des fois, c'est ça, il va travailler un peu par... Il y a un terme à ça, là, je sais pas pourquoi ça me vient pas, là, mais à partir comme... dans le sens, qu'est-ce qui a plus de valeur? T'sais, oui, en même temps, je sais que j'ai pas le doigt, c'est plate, mais c'était tellement le fun qu'au final, je vais y aller avec... Je vais le faire quand même, vu que ça a tellement été renforçant. On peut venir travailler aussi en privation ou en saturation, qui sont dans le fond 2 techniques là, qu'on peut expliquer brièvement. En fait, en privation, donc en fait, par exemple, le chien qui n'a pas faim ou qui refuse les récompenses en contexte d'entraînement, pendant quelques jours, on va le laisser jeûner. Par exemple, mettons,
Ben, moi, ça en a non, mais moi, dans mon cours, c'est pas une technique que j'aime beaucoup. Fait que je l'ai pratiquement jamais utilisée. Mais en fait, je l'ai jamais utilisée parce que j'ai pas eu de cas à travailler aussi grave. Puis souvent, quand j'en ai eu, je me sentais pas encore super à l'aise. Fait que je les ai référés. D'où l'importance aussi, je pense, comme on l'avait dit, d'un bon intervenant, que c'est d'être capable de référer aux besoins. Parce que, ouais, on n'a pas, on peut pas être spécialiste dans tout. Ben, à part si ça fait 50 ans que tu travailles dans le métier. Mais encore, ben, c'est sûr que la privation, exemple, moi, on avait vu dans mon cours, puis c'est sûr qu'au niveau de l'éthique, mais qu'est-ce qu'il avait dit, c'est que, mettons, c'était un chien qui était, genre, vraiment, là, hyper agressif envers l'humain, il y avait vraiment beaucoup d'antécédents, etc. Ben, mettons, il l'avait fait jeûner pendant 3-4 jours, pour après ça, que le chien est tellement faim que, quand l'humain apparaît puis donne la nourriture, ben, ça... l'humain vient comme un hyper jackpot à ses yeux, puis ça avait vite, finalement, renforcé le fait que, sans l'humain, j'ai pas de bouffe, fait qu'il me faut l'humain pour survivre, tu sais. Puis on l'avait travaillé dans certains cas. Fait que, tu sais, dans un cas, c'est pour ça que je dis vraiment de prendre le contexte en général, parce que si on se fie juste à la situation, bon, on se dirait, mais voyons, ça n'a pas d'allure, puis c'est même cruel. Mais si c'est entre ça ou l'euthanasie, parce que le chien était rendu là, puis était dangereux pour le public, bien là, quand on met ça en perspective, finalement, hey, peut-être que le jeûne, ça lui permet de pouvoir modifier sa séquence comportementale puis associer finalement l'humain payant, en tout cas peut-être pas tous les humains, mais au moins quelques-uns, puis d'être capable finalement d'être réhabilité avec une famille, puis de pouvoir, tu sais, avoir une belle fin de vie, bien c'est peut-être comme la solution qui est la plus éthique vers l'euthanasie, tu sais. Oui. D'où l'importance quand même des fois de voir le pour ou le contre, parce qu'une technique peut nous sembler, c'est ça vraiment comme pas adapté ou pas éthique, mais dans certains contextes, peut devenir comme le choix le plus éthique des choix non éthiques. Ouais. Ou, tu sais, j'ai une cliente, par exemple, son chien est allergique à la vie, là. Il est allergique à tout. Genre, il est pas capable de rien manger du tout, sauf, genre, de la dinde puis du canard, je pense. Mais son chien, il refuse de manger la dinde puis le canard. Mais c'est plate, mais pendant 3-4 jours, t'auras rien d'autre. Je vais te sortir... Comme mettons... je sais pas si t'es marrante, j'ai fait ça. Peut-être que mes parents vont passer pour des marrantes, là. Mais tu sais, mettons, moi, j'haïs ça, le pâté chinois, mais quand c'est le pâté chinois qui était servi au souper, là, j'avais pas le choix. Tu manges ça, sinon tu passes hors la table. Puis moi, c'est plate, mais le lendemain, dans mon lunch, c'est quoi j'avais? C'est pâté chinois. Fait que j'avais pas le choix de le manger, mon pâté chinois. Pendant 3-4 jours, c'est tout ce que j'avais de servi si je ne mangeais pas mon pâté chinois. Bon, ben c'est comme ça. C'est tout ce que tu vas avoir, même si tu refuses de le manger. À un moment donné, il n'y a pas le choix de se résigner, là. Tu sais, pour des contextes vraiment spécifiques comme la privation, ça peut apporter du positif. Ben oui, c'est pour ça. Puis là, tu sais, on met tout en contexte, là. C'est pas des techniques qu'on recommande, comme on dit, vraiment pas du tout, mais dans certains cas, ça peut être la technique qui est la plus adaptée, puis ça peut des fois vraiment, tu sais, tout changer. Ouais, vraiment. Puis c'est ça le but du podcast, c'est qu'on veut ouvrir les horizons, on veut ouvrir la discussion, on veut se remettre en question, on veut vraiment... Tu sais, on veut choquer un peu, puis c'est pas des choses qu'on parle souvent parce que les gens, ou même les professionnels, des fois, ils ont peur de se faire garrocher. Quand tu dis des affaires comme ça, des fois, tu peux vite te faire catégoriser, ou en tout cas... Mais c'est important d'en parler parce que si on n'en parle pas, ça reste tabou, puis on n'est pas capable d'avancer dans notre réflexion collective, je pense. Oui, puis c'est ça le but, fait que c'est pour ça qu'on en parle, puis on va loin dans les sujets. Mais c'est toujours du cas par cas, c'est vraiment spécifique, là, on s'entend. Définitivement. Puis la saturation, une bonne manière qu'on pourrait l'utiliser, c'est par exemple, mettons, mon chien fait de la protection de ressources avec son os. Ben, ce que je vais lui proposer, c'est une quantité... des millions suffisante de motivateurs pour faire en sorte que mon chien décide de délaisser son os. Par exemple, c'est ça, genre mon chien me grogne après quand j'approche de son os. Bon, mais je vais lui donner 3 tasses de croquettes dispersées un petit peu genre à travers la maison pour comme créer un sentiment d'urgence puis que le chien fasse comme « Oh! Hey! Ça versus ça, c'est quoi mon choix? » Tu sais, il y a beaucoup de chances qu'ils choisissent les 42 saucisses que tu as pitchées à terre versus son os. Ça peut être une bonne façon aussi de venir comme introduire l'échange d'une récompense très payante versus un nombre très payant. Fait que, tu sais, une technique... Ben, vas-y. Moi, c'est bon, mais là on parle parce que tout est pareil, revient au même, mais il y a différentes façons de l'aborder, puis on voit pas les choses nécessairement de la même façon. Mais moi, je les vois comme, c'est bon, ça, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, ça va aller dans du conditionnement classique que je associe. J'ai un os, si quelqu'un s'approche, ça l'annonce, mettons, 300 croquettes ou 300 saucisses.
Tandis que dans la saturation, moi, je le vois que c'est le même outil que tu utilises, dans le sens que le chien, pour lui, c'est quelque chose de comme... Il veut le garder souvent parce qu'il n'a pas souvent, parce que là, on tombe dans la privation, dans le sens que jamais d'os. Fait que là, il y a son os, comme moi, s'il y a 500 000... Tu sais, 5 piastres à la table, je le protégerais pas, là. Mais 500 000, je te dis, je le watch en mot t'as dit. Puis approche-toi pas du 500 000. Si c'est le tien, en plus. Ouais, parce que là, c'est à moi, ça, là. Ouais. Mais là, je serais riche, puis j'en aurais 300 millions de dollars, là. Ben, le 500 000, finalement, il serait comme 5 piastres. Ouais, définitivement. Fait que c'est un peu le même principe pour le chien, qu'il faudrait que ça soit, exemple, ben, s'il protège ses croquettes, ben, ça serait genre, je donne les croquettes à volonté, puis il y en a partout. Fait que Mané, c'est comme, il y en a tellement partout qu'il peut plus protéger, de un, parce que Mané, il n'y en a pas juste une, il y a des millions de ressources. Puis de deux, ben, c'est parce que Mané, il s'écœure, il est saturé. Fait que la ressource vient elle a plus la même intérêt, puis elle a plus la même motivation, parce que justement, il y en a tellement que... Comme moi, l'exemple, je dis beaucoup la crème glacée que je suis prête à payer 5$, mais la deuxième, tu me donnes 5$, puis j'en veux plus. Ben, c'est parce que je suis comme saturée. Fait qu'elle vaut plus la même chose à mes yeux. Là. Je l'utilise souvent, mettons, en marche, quand je m'en vais en marche avec des chiens de mes clients. Souvent, je vais me ramasser, surtout l'été, là, quand c'est le fun de jouer dans le lac, là, je vais me ramasser un paquet de branches. Bon, je me ramasse un paquet de branches pendant la marche. Fait que là, je suis rendue avec comme 15-20 branches sous moi. Puis quand j'arrive à l'eau, ben au moins, je peux en pitcher 15-20. Puis ben, il n'y a pas un chien qui va protéger sa branche parce qu'il y en a 15-20. Ben oui, puis tu vas voir, là, souvent, là, c'est pour ça que je dis que c'est une affaire que les chiens ne protègent pratiquement. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Là. Peut-être que ça existe. Là. Mané, j'ai pas non plus, je suis pas la plus... ça fait pas non plus 50 ans que je fais ça. Là. Mais... J'ai jamais vu de chien protéger une odeur de l'eau, à part si vraiment, mettons, d'être vraiment privé d'eau. Mais moi, c'est jamais arrivé chez mes clients, puis j'espère que ça arrivera jamais, là, parce que je trouve que ça devient problématique, comme on t'a dit. Si t'es rendu à priver ton chien d'eau, c'est ça. Là. Mais à part, mettons, si tu t'en donnes ici et là, à cause des fois, mettons, quand il est jeune, t'apprends la propreté, là, c'est correct, des fois, tu peux le retirer un petit peu, mais tu pas le privé d'eau, on s'entend. C'est un bon exemple de saturation, ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, ça... Comme ils en ont toujours accès, ben c'est pas des ressources que les chiens vont protéger entre eux. Puis j'ai jamais vu de chien se battre pour ça, là, de l'eau ou des odeurs ou même, mettons, tout ce que peut-être une branche, oui, que le chien peut avoir là, mais c'est pas des branches que tu trouves partout, tu sais, mettons des feuilles ou des roches. Il y en a que ça va de quoi comme vraiment naturel. Tu sais, ils vont arriver tout au même, mettons, à la même odeur sur l'arbre. Ben, tu sais, j'en ai vu d'autres que là, si ça serait un jouet, ils arriveraient tous sur le même jouet. Ben là, ça pourrait causer dans vraiment beaucoup de cas des conflits. Mais dans ces affaires-là, moi, ça m'est jamais arrivé. Non, c'est vrai. Au niveau de la saturation, c'est des bonnes façons de le voir. Fait que je pense que... Hey, c'est fou, là. Ça a tellement passé vite. Oh my God, OK, ça fait... Ouais, fait qu'on a... On a-tu le temps de tout voir? Ben, pas mal, je te dirais. Renforcement alternatif. En tout cas, comme vous avez dit, c'était vraiment une grosse partie. Puis, tu sais, c'est impossible de tout pouvoir énumérer, autant les techniques d'entraînement que les mécaniques d'entraînement, que, tu sais, c'est impossible de tout voir nos outils parce que, justement, tu sais, encore aujourd'hui, on apprend à tous les jours. On est en analyse constante, là, justement. Quand on s'en va chez vous, on analyse énormément le comportement du chien, puis des fois, même des choses que le commun des mortels verra pas. Nous, on va le voir parce qu'on a l'expérience. Ben oui. Qui vient avec. On a le bagage en arrière de la cravate. Ça fait combien de fois que je vois des chiens interagir ensemble? Ça fait combien de fois que je vois des chiens protéger des choses? Ça fait combien de fois que... Tu sais, fait tout comme l'analyse complète fonctionnelle du chien qui produit un comportement, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, tu sais, je disais tantôt dans l'autre épisode, ça prend 1000 heures au minimum pour devenir bon dans quelque chose. Fait que, ton 1000 heures, tu l'as bossé en Christie, là. Ouais. Puis moi, tout, là. D'où l'importance, c'est ça, d'un professionnel qui va vraiment connaître autant la science comportementale, qui va connaître vraiment, tu sais, tout ce qui est au niveau du, tu sais, du chien en général, qui va connaître l'individu, qui va connaître aussi l'analyse comportementale, parce que c'est aussi une chose en soi. Les techniques d'entraînement aussi, les techniques d'éducation, d'où vraiment son importance. Mais je pense que la première chose, si on le remet en perspective, c'est de se poser premièrement la question, est-ce que mon chien est en santé? Est-ce que ça pourrait être par rapport vraiment à une problématique de santé, que ce soit hormonale, physique, mentale? Après ça, si tout a l'air bien à ce niveau-là, on est allé voir un professionnel de la santé, tout a l'air OK. Après ça, est-ce que les besoins essentiels puis primaires à mon chien sont comblés? Est-ce que j'offre à mon chien... Est-ce qu'il est équilibré? Oui. Est-ce qu'il est heureux? Puis si on a le oui à cette question-là, ben là, après ça, on peut aller dans OK, c'est quoi que mon chien reproduit? OK, c'est ça. Pourquoi, puis dans quel contexte? Une fois qu'on sait le pourquoi, puis dans quel contexte, OK, est-ce qu'il veut obtenir ou éviter? Il veut éviter quoi? Il veut obtenir quoi? Puis là, après ça, on est capable de savoir. Exactement. Comment on travaille ça après pour utiliser, justement en utilisant certaines
les certaines techniques qu'on Ouais. Puis là, après ça, on peut mettre en place notre plan de thérapie comportementale, notre plan d'entraînement pour savoir, OK, quelle technique pourrait fonctionner. Mais là, après ça, comme on dit, il y a plusieurs techniques qui peuvent fonctionner. Ça dépend vraiment d'individus, ça dépend vraiment des antécédents, ça dépend de l'environnement en tant que tel. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte, d'où l'important justement d'y aller avec un professionnel du milieu qui va connaître le champ en tant que tel, qui va connaître les techniques, qui va connaître la mécanique de l'entraînement, qui va connaître la science comportementale pour vraiment trouver la technique qui va être, la plus proactive, où tu vas mettre le moins de temps, puis tu vas avoir le plus de résultats, puis évidemment, qui va avoir des techniques adaptées puis éthiques, c'est sûr. Il n'y a vraiment pas de mauvaise question, pour vrai. Il n'y a vraiment pas de mauvaise question, puis des fois, les gens, comme justement, ils viennent en boutique, à la boutique Animaux, etc., où je travaille, ou sinon, ils m'écrivent pour des petites questions rapides. Mettons, sur ma page Facebook, il n'y a pas de mauvaise question. Pour vrai, il n'y en a pas de mauvaise question. Genre, tu te poses une question par rapport au bien-être, à l'éthique, à la morale, par rapport à ton animal, c'est pas une mauvaise question. Non. Tu te remets en question. Tu es un propriétaire de chien responsable qui est capable de se remettre en question. Je pense. Oui, ça, c'est important, puis c'est un peu le but aussi du podcast. Oui, définitivement, définitivement. Bon, mais je pense que c'est ce qui conclut notre épisode. Ça a tellement passé vite, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme on a dit, on aimerait ça, mais tu sais, juste ça aurait pu prendre toute la saison d'épisodes, juste de parler de cette... de ce sujet-là. Vraiment, définitivement. Fait que, merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode de On en parle en chien, puis on a bien hâte de vous voir la semaine prochaine. À bientôt! Bye!